Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour à tous, ici Julien, bienvenue dans ce nouveau pod court qui s'adresse plus spécifiquement on va dire aux étudiants de Master 2 et cette fois pour le cours sur l'hybridation. Donc on va parler aujourd'hui des outils de veille collaboratif. Alors l'objectif en fait de ce pod court, alors il y a vraiment un objectif final pour le coup auquel je vais vous faire participer, c'est de trouver en fait notre outil de veille pour notre fameux cours sur l'hybridation, car je vous le rappelle, vous devez vous devez collaborer à la mise en place d'une veille. Chaque étudiant doit trouver au minimum 4 sources, que ce soit donc des livres, des publications ou bien éventuellement d'autres rapports divers et variés, pourquoi pas. En tout cas, il faut que ce soit quand même relativement massif. Et le but de tout ça sera qu'ensuite, par groupe de 2, par binôme, vous choisissiez quelque chose à étudier en fait, qui ne soit pas bien sûr ce qu'étudie déjà un autre groupe, et qu'on fasse ensuite vous fassiez un podcast, je vous le rappelle, avec moi, soit en présentiel, soit à distance, on verra comment on s'organisera. Et comme ça nous permettra vraiment d'avoir fait ensemble tout un travail vraiment sur de recherche pour le coup sur l'hybridation, tout ce qui est formation à distance. De mon côté, bien sûr, je vous donnerai également des ressources, éventuellement des propositions, mais j'aimerais d'abord que ça vienne de vous, on va dire que vous fassiez une bonne partie de la veille. Ce sera d'ailleurs en partie également comptabilisé bien sûr dans l'évaluation. Donc voilà. 4 ressources, c'est pas le bout du monde, je ne vous demande pas de décrocher la lune, mais simplement de trouver des choses intéressantes dans le domaine de l'hybridation encore une fois. Alors pour mettre en place cela, évidemment, il va nous falloir un outil pour qu'on puisse ensemble partager finalement nos trouvailles. Et faire en fait ce qu'on appelle tout simplement une veille collaborative. Alors d'ailleurs je précise au passage que les articles, les livres que vous avez trouvés, etc. peuvent tout à fait être en anglais aussi, c'est pas forcément qu'en français. Bon après je sais que c'est pas forcément, que tout le monde n'est pas forcément on va dire à l'aise avec l'anglais, notamment pour lire un livre en anglais directement. C'est vrai que moi personnellement j'étais vraiment une quiche comme on dit en anglais jusqu'à l'an dernier je pense, puisqu'en fait je suis parti en voyage pendant 6 mois en Asie, et c'est vrai que c'était notamment dans ce but là, dans le but vraiment d'améliorer l'anglais, je me suis dit voilà c'est bon, je peux plus rester comme ça on va dire. Je me débrouillais, bien sûr j'arrivais à lire des choses, à écouter, pourquoi pas, je comprenais à peu près les choses, mais c'est vrai que c'était tout le temps un petit peu, j'y allais tout le temps un petit peu reculons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir comme ça, de m'être forcé à partir assez longtemps en fait, à parler donc anglais tous les jours, et puis à ce moment-là également, j'utilise beaucoup d'applications pour apprendre l'anglais, où je lisais également beaucoup en anglais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'apprends plus du tout, on va dire, d'avoir un livre en anglais ou en français, même si je vous le cache pas que j'ai toujours plus entre guillemets, c'est toujours plus facile pour moi de lire bien sûr en français, mais voilà, en tout cas ça m'arrive régulièrement maintenant de prendre des livres en anglais, c'est plus un souci on va dire pour moi. Après tout le monde n'a pas forcément la chance d'aller voyager comme ça, de pouvoir partir comme ça, donc ce que je vous conseille c'est d'essayer de faire en sorte entre guillemets d'améliorer votre anglais. Je ne sais pas comment, mais en tout cas par exemple là, ce que je fais aujourd'hui maintenant, c'est que notamment quand je regarde des séries ou des films etc sur Netflix ou autre, je les regarde qu'en anglais, en sous-titrage anglais, voire sans sous-titrage, et puis comme ça on progresse aussi tranquillement. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas forcément en français, mais si c'est en français, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, j'en ai fini avec ce point, c'est pas forcément le but du podcast aujourd'hui de vous parler de ça. Donc le but, c'est bien sûr, on doit trouver, si vous voulez, un outil de veille collaborative pour nous permettre de récupérer toutes nos petites trouvailles, comme je vous l'ai dit,
et voilà, ensuite de pouvoir piocher là-dedans, eh bien vous pourrez piocher là-dedans ce que vous allez étudier en profondeur, je dirais. Alors, j'avais envie de vous faire un petit rappel, ça rappellera des souvenirs à certains qui ont peut-être eu un cours avec moi là-dessus, mais du coup je vais vous faire un petit rappel, j'en profite, sur la notion de veille, et puis je vous dirai un petit peu maintenant voilà, ce qu'il en est en fait par rapport aux outils, enfin bref, je vous le réserve pour la suite. Donc on est, dans le domaine de la veille, en fait, on va parler de deux grandes méthodes quand vous faites de la veille, admettons, personnelle. Admettons, voilà, vous êtes tout seul, vous faites de la veille sur un sujet particulier. Eh bien, il y a deux grandes méthodes qui s'offrent à nous. Il y a ce qu'on appelle la méthode pull et la méthode push. Alors, la méthode pull, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on va, avec ses petites mains, aller chercher les ressources sur Internet via souvent donc un moteur de recherche. Et puis voilà, comme ça, on va trouver des choses. On va pouvoir éventuellement les mettre dans ses favoris, etc. Mais ça, c'est vraiment de la méthode pull. Ça veut dire qu'on va soi-même vers l'information. Alors on peut éventuellement utiliser ce qu'on appelle des opérateurs booléens, par exemple pour plus cibler une recherche sur Google, en mettant par exemple OR, ou ça veut dire voilà, ou en excluant des termes d'une recherche par exemple. Des choses que je fais assez souvent, moi, c'est de mettre un morceau de phrase entre guillemets, comme ça limite la recherche uniquement à cette phrase entière. Voilà, donc il y a des petites techniques comme ça, donc vous pouvez regarder un opérateur booléen, ça s'appelle. Mais en gros, avec Google notamment, bon, c'est vrai que même en faisant une recherche un peu brute comme ça, on arrive souvent à trouver des résultats, on arrive à tomber sur nos petits si on veut. Après, des techniques que j'utilise beaucoup par rapport à Google notamment, c'est de mettre 2 points PDF, par exemple si je veux n'avoir que des PDF, ou 2 points PNG quand je reçois des images en PNG avec de la transparence par exemple. Voilà, ça peut être des techniques également que vous pouvez utiliser quand vous faites quand vous pratiquez, on va dire, la méthode pull. Voilà, quand vous faites une recherche brute comme ça, un peu brute de pomme. Alors d'ailleurs par rapport à ça, je vais pas forcément. Voilà, oui, si vous voulez, l'inconvénient donc de cette technique, c'est qu'elle est fastidieuse, elle est longue, si on veut. Mais d'un autre côté, elle évite aussi d'être submergée, et on va en parler tout à l'heure, d'informations venant de toutes parts, etc. Donc ça peut être une méthode intéressante. D'ailleurs, j'en parle dans un podcast qui est donc dédié à un cours qui s'appelle Veille pour les licences. Et en fait, c'est une étudiante qui me posait la question de savoir en quoi la méthode pull était encore pertinente par rapport à la méthode push dont je vais vous parler. Et en fait, donc j'ai fait un podcast qui s'appelle Pull is not dead. Voilà, j'étais un petit peu inspiré ce jour-là. Et vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur SoundCloud ou bien sur iTunes, parce que là maintenant je suis également sur iTunes. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Mais en gros, ce que j'explique dans ce podcast, c'est que y a des personnes qui ne font que du pull et qui sont très douées et qui font une veille et ça marche très bien. Et voilà, c'est simplement un choix, c'est une organisation. Il n'y a pas forcément de parti pris, chacun fonctionne à sa manière. Mais en tout cas, parfois, voilà, je connais des personnes qui simplement ont des sites qu'ils connaissent par cœur, entre guillemets, ils vont dessus, ils regardent un peu ce qui se passe, et puis voilà. Voilà, bon, ceci dit, je vais vous parler également de la méthode push. Donc la méthode push, c'est qu'on va faire venir de l'information à soi. Donc en gros, si vous voulez, souvent je prends la comparaison, par exemple si vous voulez une comparaison réaliste entre guillemets dans le monde physique, si vous voulez vous abonner au journal Le Monde, si vous voulez lire le journal Le Monde, donc il y a plusieurs techniques. Soit vous allez tous les jours ou toutes les semaines chercher votre journal chez votre marchand de journaux, voilà, vous arrivez, vous payez votre journal, vous repartez. Soit vous vous dites non, je veux le recevoir directement dans ma boîte aux lettres. Donc dans ce cas-là, vous vous abonnez au journal Le Monde et puis vous le recevez tous les matins toutes les semaines dans votre boîte aux lettres. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. La comparaison de la méthode pull et la méthode push. Donc la méthode pull, ce serait d'aller chercher son journal tranquillement en marchant chez le marchand de journaux. Et la méthode pull, la méthode push, c'est de le faire venir à soi, c'est-à-dire on est abonné et puis le journal bien sûr arrive dans notre boîte aux lettres. Voilà, c'est aussi simple que ça, les deux méthodes. Et donc la méthode push, comme vous le comprenez, c'est le fait de faire venir l'information à soi, et notamment via ce qu'on appelle les flux RSS, c'est des abonnements pour le coup, des flux de syndication.
Et on va pouvoir utiliser comme ça des agrégateurs de flux RSS type Feedly. Alors Feedly c'est Feedly, qui est vraiment très intéressant. C'est un outil vraiment intéressant. Depuis que Google en fait, Google faisait un outil pour les flux RSS, mais Google Reader ça s'appelait. Et depuis qu'ils ont fermé ce service-là, il y a beaucoup d'autres services qui ont ouvert et qui permettent comme ça de gérer vos flux RSS. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir un petit peu Feedly, qui est vraiment pour moi très intéressant. Alors il n'y a pas que ça au niveau de la méthode push, on va pouvoir également s'abonner à des listes de diffusion, évidemment à des forums, on va pouvoir évidemment s'abonner à des réseaux sociaux de manière à être notifié. Par exemple, si vous suivez une chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur la petite cloche en fait, qui va vous permettre de recevoir des informations, enfin de recevoir un mail dès qu'une vidéo est en ligne sur cette chaîne. Vous pouvez également créer des alertes avec Google Alert notamment par rapport à des mots-clés. Ça veut dire que si le moteur de recherche, le moteur de syndication de Google, le robot Google on va dire, qui référence en fait les pages, trouve une page avec des mots-clés correspondant bien à votre alerte, vous allez recevoir également un message, donc ça peut aussi être des techniques intéressantes. Voilà, donc en gros vous avez compris la méthode push, donc on fait venir l'information à soi. Elle a pour avantage, on va dire, d'être automatisable, d'être automatisé, je sais pas si on dit automatisable, mais bon bref, d'être automatisé, d'être en théorie plus rapide. Et inconvénient, je vous le disais, c'est qu'on va vite être submergé aussi si on ne la fait pas de manière stratégique. C'est-à-dire qu'on va recevoir des tas de messages, des tas de mails sur sa boîte, des tas de notifications. Donc si vous mettez en place des choses de ce type, essayez de le faire avec, on va dire, parcimonie, parce que c'est toujours plus facile de s'abonner à des choses que de se désabonner. On a souvent un peu la flemme d'ailleurs, entre guillemets, de se désabonner. Et voilà, c'est pourquoi il faut vraiment être assez vigilant là-dessus et ne pas se retrouver un petit peu envahi par des informations de toutes parts. Donc voilà. Alors tout ça pour vous dire que moi personnellement, bien sûr j'utilise les deux méthodes, comme tout le monde quasiment. Après tout dépend du degré d'utilisation de chaque méthode. Même si j'ai tendance aujourd'hui d'ailleurs à être plus sur de la méthode pull finalement. Dans le sens où je vais moi-même chercher mes propres infos. Voilà, ça dépend après des périodes, on va dire. Après, quand vous faites donc une méthode pull ou push, peu importe, lorsque vous avez des informations qui vous intéressent vraiment, vous dites ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il est vraiment très intéressant, et là pour le coup je vous conseille d'avoir ce qu'on appelle un bookmark, c'est-à-dire un outil qui va vous permettre de stocker, de classer, de retrouver facilement des sites que vous appréciez par exemple, ou des ressources que vous considérez comme très intéressantes et que vous souhaitez pouvoir y accéder donc a posteriori. Alors pour cela donc les bookmarks existent. Moi celui que j'utilise le plus c'est Diigo, donc Diigo. Et en fait, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir installer sur votre navigateur une petite extension en fait qui va vous permettre un petit plugin sur Chrome par exemple, qui va vous permettre comme ça, en naviguant comme ça à la volée, d'ajouter des choses sur votre bookmark de manière très simple. C'est vraiment très rapide à faire. Si vous ajoutez par exemple quelques mots-clés, quelques tags, en fait on appelle ça plutôt des tags, et puis voilà, la ressource on va dire se retrouve dans votre bibliothèque, dans votre bookmark. Voilà. Après donc voilà. Tout ceci étant dit, l'idée, ce qui est vraiment ultime entre guillemets, c'est d'avoir pour faire de la veille collaborative, c'est d'avoir un bookmark collaboratif. Et moi, ça, je l'ai beaucoup fait également avec Diigo. Malheureusement, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que, malheureusement ou heureusement, parce que c'est un petit peu, on va dire, quelque part logique dans un sens, c'est que ce que je constate, c'est que tous ces outils-là, donc que ce soit par exemple Diigo, Dig, c'est également pareil, un outil de bookmarking, ou par exemple Pursuit, qui est d'ailleurs un outil français, sont aujourd'hui des outils qui ont un modèle économique, et tant mieux pour eux, ce qui fait qu'on ne peut plus créer comme ça de groupes collaboratifs, de bookmarks collaboratifs, avec un grand nombre d'utilisateurs, j'entends par grand nombre plus de 5 par exemple.
Et si on veut donc créer un bookmark collaboratif plus important, eh bien il faut passer à une version payante. Voilà. Alors d'ailleurs c'est assez intéressant de remarquer cela parce que donc il y a environ peut-être 10 ans, peut-être un petit peu moins, je me souviens que tous ces outils-là étaient finalement gratuits, c'était un petit peu la fête à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que bien, ce qui est normal, les startups cherchent aussi leur modèle économique. Les investisseurs, je pense, demandent des comptes et voilà, tout le monde recherche un peu son modèle. On parlera d'outils même qui étaient même type SoundCloud, etc. Bon, ça n'a rien à voir avec le bookmark, mais bref, qui ont aussi des modèles économiques. Enfin, tous ces outils-là ont des modèles économiques. Ce qui fait que par rapport à notre veille collaborative, eh bien, je suis un peu dans l'expectative, on va dire. Je pensais peut-être nous faire un petit groupe Digo ou voir El Curator, c'est pareil, qui est payant aussi, ou Pearl 3, etc. Mais finalement, on va devoir se débrouiller un petit peu différemment. C'est pour ça en fait, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est que je fais appel à vos cerveaux. On va faire un brainstorming. Donc, je fais appel à vous si vous avez des idées pour qu'on mette en place ensemble, eh bien, une veille collaborative. Donc avec ce qui est des charges, qui est d'avoir un outil gratuit, un outil sur lequel eh bien, on puisse savoir qui a posté quoi, on va dire, et un outil où on soit sûr qu'on va pouvoir garder nos ressources sur du long terme, si on veut. On va essayer de se faire une veille en fait sur du long terme. Alors j'ai des idées, ceci dit, par rapport à ça. J'ai des pistes. On pourrait éventuellement faire un vote, voilà. Donc j'attends vos retours à vous si vous avez des outils qui vous semblent intéressants et que vous pensez qu'on peut utiliser. Moi je ne connais pas tout, voilà, j'ai quelques connaissances dans le domaine, mais il y a tous les jours des centaines d'outils, enfin peut-être pas des centaines, mais il y a tous les jours des nouveaux outils qui sont créés par rapport à tout ça. Donc peut-être que vous avez des idées, peut-être qu'on peut utiliser aussi un réseau social, etc. Alors les idées que j'avais éventuellement, c'était d'utiliser pourquoi pas Zotero. Alors Zotero, c'est pas forcément très user-friendly, on va dire, comme outil, mais l'avantage, si vous voulez que j'y vois, c'est que c'est vraiment un outil de référence, notamment en Master 2, ça peut être intéressant pour vous de le maîtriser, pour tout ce qui va être création d'une bibliographie automatisée. En fait, c'est vraiment plutôt un outil dédié à la recherche. On va souvent bookmarker vraiment d'ailleurs ce qu'on fait finalement. Donc, ce serait très cohérent finalement d'utiliser Zotero dans le sens où voilà, là on est plutôt sur des articles de recherche. On est plutôt sur voilà, ou des livres, etc. Donc pourquoi pas utiliser Zotero. Je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas, c'est Zotero. C'est un outil qui est gratuit et qui est utilisé vraiment par énormément de chercheurs notamment. Donc qui créent leur bibliothèque Zotero. On peut l'avoir en ligne et puis en local, cet outil-là. Il y a une petite marche technique. Enfin, technique, c'est pas encore une fois, je pense, l'outil le plus simple à utiliser, mais il est efficace, il fonctionne bien, et c'est des compétences que vous pourriez éventuellement utiliser dans d'autres cadres, et notamment, je pense à votre dossier, à votre mémoire finalement que vous devez réaliser. Eh bien, vous pourriez très bien utiliser Zotero pour vous faire votre propre bookmark à vous sur votre recherche finalement, et pouvoir générer très facilement votre bibliographie en fait, selon la norme que vous avez choisie. Voilà. Donc pourquoi pas un Zotero, on peut créer un groupe Zotero. Alors la limite peut-être, c'est que je suis pas sûr qu'on peut savoir qui a bookmarké quoi, à voir, hein. Bon, en tout cas ça peut être intéressant. Pourquoi pas, si on veut vraiment faire très simple, un Google Doc ou un Etherpad, on se crée comme ça un document partagé, et puis il faudra simplement préciser qui a bookmarké quoi. Pourquoi pas un fil de discussion sur un forum dans Moodle, ça peut être tout simplement ça aussi. Sachant que là, il faut que vous fassiez déjà vos recherches en amont et vous publiez un message avec vos 4 ressources, 4 ou plus. Hein. Pourquoi pas également une base de données également dans Moodle, dans laquelle on peut spécifier qu'il s'agit d'une recherche, je sais pas, d'un colloque, qu'il s'agit d'un document, d'un livre, voilà. Voilà, donc c'est quelques idées comme ça. Pourquoi pas également un groupe sur un réseau social.
Voilà, moi je suis pas du tout fermé, hein. Alors il y a aucun outil, je suis fermé à aucun outil, que ce soit du gratuit, que ce soit on va dire des outils startup, des outils open source, des outils de ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse un petit peu, voilà, me trouver des choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas éventuellement à directement envoyer un message sur le forum si vous avez des idées, hein. Ne faites pas être timide, on est vraiment là pour travailler. L'idée c'est qu'on apprenne ensemble, hein. Voilà, c'est pas l'idée que je vous donne simplement du contenu descendant, c'est que vous aussi, bien, vous participiez un petit peu à ce travail-là. Donc allez-y, je suis à votre écoute. Ce que je ferai, c'est que par rapport un petit peu à ce que vous avez posté, à vos idées, eh bien, on fera pourquoi pas un sondage pour savoir un petit peu, pour faire un choix en fait sur l'outil qu'on va choisir, pour que ce soit un petit peu quelque part un choix démocratique. Donc voilà. Ben écoutez, je vous laisse à votre réflexion. Je compte sur vous pour m'envoyer au moins, pour quelques-uns d'entre vous, eh bien, un message dans le forum. Ce serait le mieux, je pense, dans le forum du cours. Je vais faire un fil de discussion par rapport à ça. Vous aurez, voilà, je présente notamment le podcast et vous n'aurez qu'à répondre directement depuis ce fil de discussion. Voilà, eh bien, j'ai fini pour ce podcast sur la thématique de la veille collaborative et je vous dis donc à très bientôt.